mettre aujourd'hui le politicien. Mais en revanche, on va parler de ceux dont on ne parle pas souvent. Alors, toutes les personnes dont on ne parle pas souvent, aujourd'hui, on va vous citer. Cette émission vous concerne. Messieurs et dames, bienvenue à vous et bienvenue à l'invité du jour. Bonjour, monsieur Eloge Mwandwe. Bonjour, madame Nathalie. Comment vous allez? Je vais très bien et merci pour votre invitation. Je me sens vraiment honoré. C'est la première fois dans vos installations. Je tiens ici à féliciter et remercier d'ailleurs toute l'équipe pour l'accueil et féliciter le travail que je vois ici. Alors, le plaisir est partagé. Vous êtes chic. Ah, merci. Comme vous aussi. Merci. Alors, Eloge Mwandwe Mwando. Mwandwe. Malheureusement, beaucoup de gens font cette erreur-là par rapport à l'honorable Christian Mwando et voire même son père, Feu Paix à son âme, Feu Mwando Simba. Moi, c'est Mwandwe. Mwandwe. Mais vous n'êtes même pas de la famille? Pas du tout. Pas du tout. Monsieur Christian Mwando est de la province du Tanganyika. Moi, je suis de la province du Haut-Katanga. Au Katanga. Ok, très bien. Déjà, comme on a commencé par une petite confusion, alors on aimerait bien savoir en profondeur, mais d'une manière succincte, qui est Eloge Mwandwe. Eloge Mwandwe, au fait, j'ai des difficultés pour me définir moi-même, mais je crois que ce que je peux dire dans des termes simples et précis, c'est que Eloge Mwandwe est un père de famille de 3 enfants, marié depuis bientôt 14 ans maintenant. Wow. Félicitations. Merci. Et monsieur Eloge Mwandwe est un Congolais de père et de mère, comme on aime maintenant le dire, pour éviter toute confusion. Un acteur politique. J'évolue au sein de la famille politique AFDC et alliés de l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, et je suis économiste de formation et mon domaine de recherche, parce que je suis chercheur, mon domaine de recherche est l'économie rurale et je m'intéresse un peu plus aussi dans tout ce qui est développement, l'économie du développement, et je suis consultant dans ce secteur, bien sûr, donc dans le secteur de l'économie du développement. Très bien. Dans cette émission, nous avons une devise qui dit « Talent plus travail est égal à excellence ». Comment trouvez-vous cette devise? Talent plus travail est égal à excellence. Moi je dirais plutôt talent plus travail est égal au succès. L'excellence et le succès, ça revient au même? Non, pas du tout. Ils sont de la même famille? Non, je pense pas. Le succès est... parce que vous avez votre talent, c'est inné, ça vient de Dieu, si on peut le dire ainsi. Et votre travail, ça vient des multiples efforts que vous aviez eu à fournir. Le travail acharné. Voilà. Donc, vous vous êtes sacrifié pour obtenir le résultat de votre travail. Maintenant, c'est parce que vous travaillez. Parce que vous travaillez, et il y a aussi le talent. Vous avez un objectif. Vous voulez arriver quelque part. Et arriver quelque part, c'est ça même le succès. L'excellent, pour moi, l'excellence est le parcours à l'obtention de ce succès. Donc, talent plus travail vous met sur un chemin de l'excellence pour arriver à votre succès. Oh là là. Alors, vu que pour vous, talent plus travail est égal à succès, dites-nous alors, comment avez-vous découvert votre talent pour le mettre en exergue et devenir aujourd'hui un produit fini que vous êtes? Ah, mais bon, est-ce que je suis déjà un produit fini? Bien sûr. Ah non, madame, ça c'est... Non, laissez les autres vous apprécier, c'est plus mieux. Ça c'est trop prétentieux. Bon, je ne veux pas dire ici que je suis un produit fini, parce que nous continuons à travailler.
nous sommes encore dans le travail. Le talent, bon, je ne sais pas si je dois appeler cela comme talent. C'est cette compassion, compassion de compatir avec le prochain, le Congolais qui est en train de souffrir chaque jour. Et celui-là nous a conduit aujourd'hui à être acteurs politiques. Alors, est-ce que cela est un talent? Je ne sais pas, mais par contre, je peux dire ceci, il y a eu un mélange de beaucoup de choses. Il y a eu un mélange de sacrifices, il y a eu un mélange de beaucoup de soutien de la famille, le membre de la famille, les amis. Il y a eu aussi un encadrement qu'il fallait se donner. Donc d'abord s'entourer des personnes qu'il faut. Et bien sûr, nous continuons chaque jour à faire de sorte que nous soyons entourés des personnes qui nous ajoutent une valeur et non pas venir dans notre vie pour nous détruire, mais plutôt quand ces personnes arrivent dans notre vie, c'est pour ajouter un plus. Et maintenant, tout ce mélange-là fait de sorte que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, mais je ne veux pas dire que nous sommes déjà un produit fini, parce que je suis encore jeune, bien que il y a ce que vous voyez. Encore du temps. Donc, nous évoluons. Il y a encore beaucoup à avoir ou à obtenir devant. Donc, pour maintenant parler du succès. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore sur le chemin de l'excellence pour arriver au succès. Wow, très bien dit. Alors, nous aimerions savoir, dites-nous comment est-ce que vous avez embrassé la carrière politique? Bon, comme je vous dis, c'est cette compassion. Je ne sais pas si je dois appeler ça talent ou quoi que ce soit. Mais je me retrouve dans un cabinet politique. Au sein de ce cabinet politique, c'est à l'université de l'ICASSI. J'étais conseiller administratif et chargé des affaires socio-culturelles du recteur de l'université de l'ICASSI. Et arrivé là-bas, vous voyez, étant responsable de tout ce qui est administration, donc je voyais un peu les difficultés dans lesquelles l'institution était en train de travailler, et aussi je voyais les difficultés dans lesquelles le travailleur travaille. Pour ne pas dire que je viens de faire la tautologie. Alors, en voyant tout cela, il fallait trouver une solution parce qu'on se voyait limité. Bien sûr, vous faites votre travail, vous encadrez le travailleur, bien sûr, par le conseil qu'on essayait de donner, notre apport qu'on a mené au sein du cabinet pour permettre à ce que le recteur puisse prendre des bonnes décisions qui respectent normalement la loi et qui respectent aussi l'intérêt aussi des travailleurs qui sont des agents publics, les agents de l'État. Alors, comme vous le savez, dans notre pays, lorsqu'on parle d'un agent de l'État ou non, d'un fonctionnaire, c'est synonyme à quelqu'un qui souffre, synonyme à quelqu'un qui n'a pas une assurance vie, synonyme à quelqu'un lorsque il part chez Dieu le Père, il faut lui organiser les cotisations parce qu'il n'avait pas la possibilité même de se payer un cercueil, ou encore sa famille est incapable d'organiser le funérailles. Donc tout cela m'a donné cette ambition de faire quelque chose, cette énergie de me dire je dois faire quelque chose. Maintenant je dois faire quelque chose, je le fais où? Je le fais en politique. Pourquoi? Parce que c'est en politique où on trouve les décideurs. C'est en politique où on peut changer les choses. C'est la politique qui détermine l'avenir du pays. Alors il faut que j'entre en politique. Mais certaines personnes diront, mais pourquoi vous n'êtes que seul? Alors qu'on sait déjà ce que la politique est, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas ceci, cela, tu risques de t'embrouiller. Mais on s'est dit, comme un dicton anglais dit, « If you can't beat them, join them ». Si tu ne sauras pas le vaincre, tu dois
t'es rallié à eux. Donc tu dois entrer dans leur équipe pour comprendre comment ils évoluent, pour comprendre comment les choses se font et peut-être cette fois-là essayer de répondre, d'amener les solutions. C'est comme ça qu'on s'est lancé en politique parce qu'il y avait eu un besoin qu'on a constaté dans la société. Il fallait faire quelque chose pour améliorer le quotidien d'abord de mes collègues fonctionnaires de l'État avec qui nous étions à l'université de l'ICASI et aussi bien sûr nous vivons comme vous êtes dans une famille, vous entendez de gauche à droite, c'est que comment les gens sont en train de souffrir et tout cela, ça nous a poussé à entrer en politique. Depuis que vous êtes en politique, avez-vous résolu ce problème, ce besoin-là vous l'avez résolu? Non, malheureusement pas. Mais je suis dans un parti politique. Voilà le choix même du parti que j'ai eu à faire. Je suis dans un parti politique, la FDCA, comme vous le comprenez, c'est un parti social-démocrate qui prend le social-démocrate, démocratie plutôt. Alors, au sein de ce parti, nous travaillons d'abord pour l'humain. Nous mettons l'homme en exergue. Nous travaillons pour répondre aux besoins de l'homme. Nous travaillons pour satisfaire l'homme. Donc, au sein de ce parti, il y a eu, avec les élus que nous avions, déjà, ça fait 7 ans que je suis dans ce parti. Donc, j'ai eu à expérimenter déjà 2 mandats avec ce parti. Donc, ce qui signifie qu'il y a eu des élus qui ont proposé certaines réformes. Il y a eu 2 ministres que nous avions eus par d'autres partis qui ont introduit certaines réformes. Oui, les choses sont en train d'avancer. Et nous tous, nous contribuons au sein de ce parti pour apporter ces réformes, pour apporter cette amélioration du quotidien du Congolais. Alors, depuis que vous êtes dans ce parti, combien d'hommes avez-vous déjà mis en exergue? Non, en fait, on ne fait pas la politique pour un individu. On fait la politique pour l'intérêt général. Donc, bien sûr, on peut voir... Si c'est 5 personnes, c'est déjà général. Non, ce n'est pas ça. On parle de la communauté. On ne parle pas d'un nombre quelconque. On parle de la communauté. Donc, on s'est dit, par exemple, je peux juste dire, lorsque on se rend compte que dans le secteur de médias, les journalistes ne sont pas payés à leur juste valeur. Mais ça, c'est un problème que nous pouvons prendre. Et lorsqu'on prend ce problème, on va et on le fait passer et qu'on améliore les conditions d'abord de travail ainsi que le salaire des journalistes. Mais je ne veux pas dire là qu'il y a eu autant de journalistes, peut-être il n'y a que 2 ou 3 journalistes qui m'ont parlé du problème, mais parce qu'on a résolu le problème de ce 3, mais c'est le problème qui concernait peut-être tous les journalistes. En fait, ça c'est juste un exemple. Je ne dis pas que les journalistes au Congo ne sont pas bien faits. On comprend. Alors nous entamons maintenant notre thématique, la formation et l'éducation civique de militants en RDC. Les personnes dont on ne parle pas souvent. Les personnes qui font à ce que, aujourd'hui, qui est des politiciens, mais de fois on les met à côté. Aujourd'hui, on va parler d'eux. Êtes-vous prêts? Oui, je suis prêt. Alors dites-nous, comment est-ce qu'un parti politique peut contribuer à la formation et à l'éducation civique de militants en RDC? Non, il faut d'abord savoir que est militant tout membre d'un parti politique. Donc, vous avez en face de vous un militant. Seulement qu'il y a ces termes péjoratifs que nous avions maintenant imposés en RDC pour essayer de classifier des individus au sein d'un parti politique, aux cadres, membres d'honneur, tout ça. Normalement, au sein d'un parti politique, tout cela n'existe pas. Au sein d'un parti politique, tout le monde est militant. Raison pour laquelle, chez nous à la FDC, Mais vous dites ça parce que vous êtes à la télé, parce que normalement vous êtes un cadre d'un grand parti politique. Non, je dis d'office, tout le monde est militant. Mais seulement, parce qu'au Congo, nous aimons trop
différencier les classes, surtout sociales, ainsi de suite. Voilà pourquoi on parle de hauts cadres, cadres, membres d'honneur, ainsi de suite. Mais d'abord, tous les membres d'honneur, tous les hauts cadres, tous les cadres sont militants. Donc moi aussi, je suis aussi militant. Raison pour laquelle, lorsque je vois... C'est la première fois d'entendre un haut cadre dire qu'il est militant. Nous sommes tous militants, parce que nous sommes en train de militer. Nous militons au sein de ce parti pour l'émergence. Pour que ce parti arrive à obtenir le pouvoir, arrive au pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Nous militons tous, et ceux-là qui tiennent les drapeaux, et ceux-là qui chantent pour nous, et nous-mêmes, tous nous sommes militants. Raison pour laquelle, lorsque je vois quelqu'un de mon parti, peu importe le niveau qu'il occupe au sein du parti, je m'adresse à lui comme un camarade. Nous sommes tous des camarades. Mais maintenant, étant un bon militant, donc cette question ou la thématique d'aujourd'hui me concerne. L'éducation civique des militants au sein de partis politiques. L'éducation civique de Eloge Mwandwe au sein d'un parti politique, qui est ici la FDC. D'abord, il faut savoir que les militants, en général, ne sont pas négligés dans le parti politique. Mais seulement qu'il faut savoir aussi que chaque parti politique a sa mission, a sa vision, a son projet de société. Chez nous, lorsque vous regardez seulement notre drapeau, on vous parle d'une houe. Et la houe, ce sont ces mamans maraîchères. Et la houe, ce sont ces ouvriers qui travaillent dans des usines de mines dans le Katanga. Cette houe, ce sont ces comment on peut les appeler, les ouvriers qui sont dans les carrières de l'or à l'est du Congo. Cette houe, ce sont ces chauffeurs qui sont en train de nous permettre à nous déplacer d'un coin X à un coin Y. Donc, chez nous, lorsqu'on parle de l'éducation civique, elle commence d'abord par le travail. Nous formons nos militants par le travail. Et d'ailleurs, le Congo d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du Congo, lorsqu'on parle de l'avenir de ce pays, rien ne peut se faire sans le travail. Donc il faut aller d'abord dans le travail. Certains viendront ici vous parler qu'il faut apprendre aux gens à chanter l'hymne national. Il faut apprendre aux gens connaître la Constitution de A à Z. Non, pas du tout. Au sein de partis politiques, on n'apprend pas aux gens de connaître la Constitution. Au sein de partis politiques, il faut apprendre aux gens à comment construire le pays. Et construire le pays, c'est le travail. Vous avez précipité à ma question, mais il y en aura toujours. Je ne vais pas zapper à ça. Il y en aura toujours. Je pense que vous êtes un très bon militant, mais je ne sais pas, monsieur Eloge, bon, il est en train de laver son image parce qu'il a la télé. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous dis, vous êtes avec le vrai Eloge. Il n'y a pas d'eux, il n'y aura pas d'eux. Vraiment? Oui. Alors, nous aimerions savoir pourquoi beaucoup d'actes d'incivisme, des vandalismes, entre autres, casser les biens d'autrui, le pillage, insulter, sont souvent commis par le militant, sont souvent commis par Eloge Mwandwe. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de partis politiques, comme je vous ai dit, beaucoup de partis politiques ne forment pas les militants à connaître la valeur du travail. Parce que lorsque moi je sais que cet immeuble-ci a été construit sur base de beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de financement, peut-être même c'est avec des dettes qu'on a construit cette route, peut-être c'est avec des dettes qu'on a acheté les bus Transco. Demain, lorsque je dois faire ma marche, lorsque je dois protester contre quelque chose, je ne veux pas casser. Je ne veux pas détruire.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Et lorsque vous faites comprendre à vos militants que tout ce que vous voyez, c'est parce qu'il y a eu des sacrifices. Il y a eu des gens qui sont morts pour qu'on arrive aujourd'hui à voir le boulevard du 30 juin. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous puissions même parler de la démocratie dans ce pays. Vous n'allez pas voir le militant être sur la route en train de protester et profiter de vandaliser ou de détruire quoi que ce soit. Donc tout part par la responsabilité de chaque parti politique, de la mission, de la vision et bien sûr de leur projet de société. Mais vous savez, madame, j'ai toujours dit ça aux gens. J'ai dit, je ne pense pas que Eloge Mwandwe sera responsable d'un parti politique ou encore même cofondateur d'un parti politique. Pourquoi? Parce que nous en avons déjà assez. Vous êtes déjà cadre, donc vous allez à ce Non, point-là. pas du tout. Il y a eu des cadres chez nous qui sont partis, qui ont commencé leur parti politique. Nous en avons déjà de trop. Dans ce pays, nous en avons de trop. Je vous dis ici, madame, quelle est la différence entre l'AFDC, le PPRD, l'UDPS, l'UNC, si je dois aussi l'ajouter. Nous sommes tous sociodémocrates. Donc, en réalité, nous prenons la même politique. Mais maintenant, ça, ce sont les grands partis que vous connaissez. Mais il y a combien de partis politiques sociodémocrates? Il y en a autant. Donc, le problème n'est pas d'avoir autant de partis politiques. Le problème est que le Congolais souffre d'une maladie que je qualifie toujours de moi. Lorsque ce n'est pas moi, ce n'est pas bon. Lorsque ce n'est pas moi, ce n'est pas bon. Okay. Lorsque je ne suis pas nommé, c'est une mauvaise nomination. Lorsque ce n'est pas moi qui dirige, donc tout celui qui dirige mal. Lorsque ce n'est pas moi qui préside la réunion, donc cette réunion n'a pas lieu d'être. Et c'est une mauvaise maladie? C'est une très mauvaise maladie. Et cette mauvaise maladie doit trouver une guérison aujourd'hui dans ce pays. Si vraiment nous voulons évoluer. Au cas contraire, on sera là en train de tourner en rond. Parce que tout le monde veut être ministre. Voilà pourquoi tout le monde crée son parti politique. Il s'est dit, j'ai été élu, mais mon nom n'a pas été présenté par mon autorité morale. Vous, monsieur Longe, vous êtes allé en politique pour ça, pour votre plan personnel. Non, pas du tout, madame. Voilà la différence. Nous sommes de ces politiciens aujourd'hui qui veulent changer les choses. Et on en a entendu ces discours. Non, vous l'avez peut-être mal entendu. Et ces gens aussi qui l'ont dit peut-être avant nous autres, il faut voir dans quelles circonstances ils ont été pour le dire ainsi. Nous le disons. Qu'est-ce qui pourra nous faire croire que vous êtes différent d'autres? Parce que je suis dans un parti politique, il faut y être pour faire changer les choses. Parce que je travaille avec un président de ce parti, mon autorité morale, Modeste Batilukwebo, qui travaille depuis sa jeunesse pour faire changer les choses au pays. On a vu autant d'individus qui ont pris des armes dans ce pays. On a vu autant d'individus qui ont envoyé de jeunes casser, détruire, lorsque ça ne les arrangeait pas. Mais vous n'aviez jamais entendu Batilukwebo envoyer les gens dans la rue, détruire, casser. Voilà pourquoi. Il y a des coulisses. Quelles coulisses? Il y a des coulisses peut-être qu'il Lesquelles? Dans les coulisses. Lesquelles? Il rentre dans les coulisses. Lesquelles? Ça, c'est les Congos. Si c'est le cas, vous pouviez peut-être un jour ça, voir les Congos, même pas à non, l'extérieur, vous êtes au Congo. Madame, si c'est le cas, vous auriez au moins un jour entendu. On a interpellé un cadre de la FDC dans une station de police parce qu'il a vandalisé quelque chose. Ça, vous ne l'aviez jamais entendu et vous ne l'entendrez jamais. On ne dit jamais, jamais. Non. On ne dit jamais, jamais. Pour notre parti politique, c'est là, je peux vous garantir, vous ne l'entendrez jamais. Oh, parce que vous êtes là.
quelques mois, quelques années après, quand vous allez quitter, ce sera le même éloge moindre qui parlera de mal pas parce que je suis là. Parce que je connais la vision de ce parti, je connais la mission de ce parti et je connais le projet de société de ce parti. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, même si j'ai quitté la FDC aujourd'hui, je vous assure, personnellement, je quitte la FDC, mais pour aller où? Pour aller où? Donc, il faudrait que je trouve un Congolais qui a une meilleure vision que celle que je trouve aujourd'hui à la FDC. Combien d'années à la FDC? 7 ans aujourd'hui. 7 ans. Ah, Michel Louge. 7 ans, vous parlez trop comme ça. Mais madame, mais madame, je suis... 20 ans. Non, madame, on ne fait pas carrière dans un parti politique. D'abord, ça, il faut le savoir. On ne fait pas carrière en politique. Comme je vous ai dit, je suis d'abord consultant en tout ce qui est économie de développement. C'est ça mon gagne-pain. C'est ce qui me fait vivre. Mais lorsque nous faisons la politique, lorsque nous disons je suis acteur politique, nous sommes en politique pour faire changer les choses. La politique ne fait pas vivre. La politique nous donne les conditions favorables pour nous permettre à nous exprimer et pour permettre à être visible. C'est la première fois d'entendre ça, que la politique ne fait pas vivre, madame, parce que tout le monde veut être acteur politique. Non, c'est parce qu'ils ont une très mauvaise information. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup aujourd'hui se sont lancés parce qu'ils ont entendu que lorsque tu es député, tu auras 21 000 $. Mais ils arrivent, c'est eux qui demandent déjà le véhicule. Madame, moi j'ai payé ma première voiture pas parce que j'étais acteur politique. Moi, tout ce que j'ai dans ma vie, ça n'a rien à voir avec la politique. Qu'est-ce qui nous confirme? Non, mais parce que j'étais logement avant d'entrer en politique. On doit checker, hein? Vous n'allez pas dire que j'ai commencé ma vie il y a 7 ans. Non. Parce que je suis en politique il y a 7 ans. Vous comprenez? Non, quand même, vous étiez amoureux de la politique avant ces 7 ans. Non, pas du tout. Moi, comme je vous dis, je suis entré en politique parce qu'il y avait un besoin. Je constatais un besoin. Un besoin. La population avait besoin des intelligences comme nous autres. Des réflexions que nous partageons. Et c'est comme ça on s'est dit, on entre en politique pour changer les choses, permettre à ce que la population vive mieux demain. C'est tout simplement ça. Et maintenant, lorsqu'on entre dans cette activité, madame, je ne veux pas refuser. Comme je vous dis, la politique nous permet d'avoir le moyen de nous stabiliser, pas d'avoir l'argent. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je suis nommé quelque part, ou encore lorsque un cadre de notre parti est nommé quelque part, et celui-là veut que je puisse l'accompagner là-bas, madame, on se retrouve par exemple à l'aéroport. Vous pouvez aller là où tout le monde entre, mais moi je peux aller là où c'est réservé, parce que j'ai pris maintenant un certain statut. C'est tout ce que la politique nous donne. On ne fait pas la politique, d'ailleurs, même pour le statut, on ne fait pas la politique pour obtenir ce statut-là. Parce que pour preuve, il y a certaines faveurs que nous recevons dans la société parce qu'il y a des gens qui nous apprécient. Vous comprenez? Il y a des gens, du fait que je passe ici chez vous aujourd'hui, peut-être quelqu'un peut me suivre, je sors et on m'appelle. Monsieur Louge Mondoué, j'ai appris que vous êtes consultant en économie de développement. J'ai tel problème. Et ça, ce sont des faveurs que nous bénéficions. Pourquoi? Parce que la personne m'a vu parler avec vous. Et du coup, ça me permet d'avoir maintenant autre chose. Ça, c'est tout ce qu'apporte la politique. Donc la politique, en réalité, ce n'est pas... Je me dis, gagne-pain, comme on le dit. Non, ce n'est pas un gagne-pain. Normalement, ça ne devait même pas être considéré comme ainsi. Mais dans notre pays... si ce n'est pas un gagne-pain, si on vous demandait aujourd'hui de quitter la politique, allez-vous le faire? Madame, à l'immédiat? Madame, c'est pas un gagne-pain. La politique, c'est comme être enseignant de l'université.
Moi, je suis enseignant à l'université. On va avec jusqu'à la mort. C'est comme être serviteur de Dieu, être un pasteur. On va avec jusqu'à la mort. Donc, que je sois actif ou pas, je suis politique. Retournons à notre thématique. C'était une parenthèse, let's close it. C'était donc une parenthèse. Alors, il y a des gens qui pensent que les partis politiques au Congo sont des lieux d'abrutissement où l'on apprend aux militants, à vous et logement d'eux, à danser, à chanter et à s'attaquer des autres. Que pourriez-vous leur dire? Et c'est vrai. Et c'est vrai? C'est vrai, nous le constatons. Oh là là, donc vous le faites aussi? Non, heureusement. Heureusement, Est-ce que vous êtes un militant? Oui, mais je suis un militant dans un parti qui ne fait pas ça. Un parti poli. Un parti qui connaît sa mission et qui respecte sa mission. Alors, celle de former ses militants. Ailleurs, on déforme même les militants. Pourquoi? Ailleurs, on apprend aux militants à être voyous. Il y a de ce parti politique aujourd'hui dans ce pays. Il faut être voyou pour obtenir une faveur du leader. Okay. Mais à la FDC, vous faites votre voyoucratie, vous êtes suspendu. On vous met dehors. On vous met dehors. Je vous dis. Vous prenez tellement votre parti. Hein? Non, madame, parce que c'est une situation que nous connaissons et nous vivons avec. Il y a cette année, on est au mois de juin, cette année, il y a eu 2 de nos camarades communicateurs du parti qui ont été suspendus. Pourquoi? Parce que ils ont à insulter une autorité de la République et un autre à diffamer un acteur politique de l'opposition. Vous voyez un peu, pas parce que la personne qu'on a diffamée est du pouvoir, de l'opposition. Au moment où c'est arrivé au niveau des responsables qui devaient prendre cette mesure, ils ont pris la mesure. Ça, c'est la FDC. Nous sommes un parti politique. Et là, je me dis, si d'autres partis politiques pouvaient au moins regarder à la FDC et faire comme la FDC, voire même faire mieux, ce pays va se développer. On ne fait pas la politique, parce que ça me fait très mal au cœur. Lorsqu'on regarde la politique, les partis politiques, les églises, c'est la même chose. C'est la même chose. On a wengénisé carrément notre société. On a wengénisé notre société. Lorsqu'un pasteur fait quelque chose, il y a toute une polémique autour. Lorsqu'un président d'un parti politique fait quelque chose, il y a toute une polémique autour. Au fond, le vrai débat même n'existe plus. Le goût de la RDC. Pardon? Le goût de la RDC, c'est ça. Et voilà, nous faisons partie de ces Congolais qui veulent changer les choses. Du coup, le vrai débat du fond n'existe pas en politique en RDC. Aujourd'hui, on nous parle du changement de la Constitution. Mais il y aura certains qui viendront vous dire, mais pourquoi changer la Constitution? C'est parce que Tshisekedi veut se maintenir. Non mais attendez. Il y a d'autres qui vont venir ici, oui, il faut changer la Constitution. Pourquoi? Parce que nous voulons que Tshisekedi reste au pouvoir. Est-ce qu'on va changer une Constitution ou encore on va maintenir une Constitution parce qu'on est en train de parler de l'avenir d'un individu? Donc nous prenons toute notre société, nous la limitons autour de l'avenir d'un individu. Et ça écarte vraiment le vrai débat. En fait, au niveau de ce parti politique, ce que nous conseillons, ce que moi je peux conseiller à d'autres partis politiques, c'est de faire comme la FDC, où lorsqu'il y a un problème de société, lorsqu'il y a un sujet sur la scène politique, amenez ce sujet au sein de votre parti, parlez. Vous avez des juristes, des économistes, de politologues, de médecins, des ingénieurs, vous les mettez ensemble, chacun dans son domaine contribue dans ce débat et cela va permettre à ce que le parti puisse maintenant avoir un seul mot et qui va permettre à ce que vous poussez maintenant ce mot. Ça fait quand même bizarre lorsque nous regardons, il y a un cadre d'un parti politique qui passe
dans une chaîne de télé, par exemple à Numérica aujourd'hui, il nous donne son point de vue. Demain, c'est son secrétaire général qui passe, mais le point de vue est contraire. Et puis, un autre jour, c'est un cadre qui passe pour insulter son secrétaire général. Tout ça là, vous voyez. Et si c'est de cette manière que les gens gèrent le parti politique, comment allons-nous gérer maintenant le Congo? Parce que le parti politique, c'est un fait privé. Le Congo, c'est notre bien commun. Et moi, ici, je lance un cri d'alarme à mes compatriotes. Il faut faire attention. Prochainement, lorsqu'il y aura des élections, regardez, ne regardez pas seulement les gens, parce qu'il est de votre quartier. Vous aurez un mot de la fin pour ça. Merci. Alors, nous aimerions savoir pourquoi le parti politique en RDC ne sont pas des écoles par excellence où l'on apprend à nos militants les lois de la République, la Constitution et le patriotisme et tant d'autres choses. Non, en fait, au sein de partis politiques, on ne forme pas le patriotisme. On ne forme pas, on n'apprend pas aux gens la Constitution. On ne les apprend pas. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'actes de vandalisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Au fait, notre système éducationnel a failli. C'est notre système éducationnel qu'il faut revoir. Il faut des réformes pour notre système éducationnel. Malheureusement, il y a eu le ministre Moïndo Zangui qui est venu avec de belles propositions. Mais comme je vous dis, nous sommes dans une société wengélisée. La proposition n'a pas été débattue de fond dans son fond. Mais il a été débattu d'une manière à la wengélisation. Donc du coup, c'est parti. Et nous sommes dans un autre débat aujourd'hui, avec un système LMD qui, pour moi, est un échec total. Donc, c'est là qu'il faut faire d'abord les choses. C'est au niveau de l'éducation. Ça, c'est un. Des deux. Lorsque nous, on était encore jeunes, bon, vous êtes toujours jeune. C'est vrai, vous êtes plus jeune que moi, mais quand même, lorsque nous, on était aussi jeunes. Vous êtes toujours jeune. Merci. On partait à l'école des dimanches dans nos églises. On avait les écoles des dimanches. À l'école des dimanches là-bas, on vous apprenait ce que signifiait vivre en société, avec bien sûr l'influence de la Bible. Aujourd'hui, tout cela n'existe pas. Dans nos églises, on nous parle déjà, un petit enfant, tu as 6 ans, tout ce que tu apprends comme message dans une église, c'est la prospérité. C'est le miracle d'avoir un visa pour Dubaï. Bon, dis-moi, cet enfant-là, quand il est en train de grandir, il va grandir avec quoi dans la tête? Il y a eu un candidat lors des élections de gouverneur qui nous a dit à Bandal, il y a autant de bars. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez les écoles, vous voyez, il y a une école ici, tout autour de l'école, il y a soit 5 bars et 3 églises. 6 bars, 4 églises, ainsi de suite. Donc l'enfant qui quitte l'école, dans la tête, c'est chanter Fali, chanter Mike Kalambay. Donc ce sont les chansons qu'il entend là-bas. Alors que nous, quand on quittait l'école, c'était le corbeau et les renards. Donc, on a perdu tout ce qui nous définissait comme société. C'est d'abord au niveau de l'école. Et aussi, l'État doit faire son travail par rapport à l'Église. Sérieusement, on ne doit pas laisser l'Église nous diriger. Aujourd'hui, vous avez l'Église qui est en train de diriger tout le monde. Tout le monde. Chacun maintenant a son pasteur. Et ça, ce sont des choses... Moi, je suis en train de parler... Ici, je ne suis pas en train de parler d'individus. Je parle de notre société. Je parle des partis politiques. Je parle de la vie dans laquelle nous vivons. Maintenant, lorsque vous avez de telles personnes que la société n'a pas pu entretenir, vous les amenez dans un parti politique.
ce sont des voyous que vous amenez dans un parti politique. Et le parti politique, il reçoit des gens à quel âge? À l'âge de maturité. C'est à 18 ans qu'on a dans un parti politique. Alors que la personne a été déjà mal éduquée à l'école et aussi voire même à l'église, dans son quartier. Lorsqu'il arrive chez nous au parti politique, il est déjà mal éduqué. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est ça, en fait, le grand problème. Donc, le parti politique, tout ce que le parti politique peut faire, c'est que lorsque nous venons des backgrounds différents, chacun est ingénieur, chacun est philosophe, celui-ci docteur, lorsqu'on se met autour d'une table, il y a un problème dans la société, nous trouvons la solution, nous mettons des propositions sur un papier pour amener ça maintenant à ceux-là qui doivent décider pour trouver la solution. Donc nous faisons des propositions en fait. Et ça, on le fait au sein de partis politiques lorsque vous avez des gens qui ont encore leur tête sur les épaules. Mais lorsque vous avez des partis politiques où vous avez des gens qui marchent sur leur tête, mais comment vous allez même proposer quelque chose? Impossible. Voilà, nous avons des problèmes. Et les partis politiques sont pratiquement des boutiques qui accompagnent un individu. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Alors nous vous donnons la chance peut-être de dire en 5 minutes ou bien 30 secondes ce qu'on n'a pas pu parler, un mot de la fin. Oui, merci beaucoup madame. Ce qui est vrai, notre pays éprouve d'énormes difficultés. D'énormes difficultés. Et ces difficultés, c'est que la population doit faire sa part. Et la population doit faire sa part, pourquoi? Parce que les acteurs politiques sont ceux qu'ils sont. Vous savez, Karl Marx a dit « La religion est le pion du peuple ». Aujourd'hui, les politiciens ont compris. Il faut utiliser la religion pour avoir la masse. Et ils le font. Et tout, c'est toujours, Dieu m'a dit, au nom de Dieu, oh ceci, c'est là. Et on a des acteurs qui deviennent acteurs politiques un mois avant les élections. Ces gens-là ne doivent même pas être considérés comme candidats. Et la population doit nous aider à sanctionner ces gens. Ce n'est pas parce qu'il est de votre quartier, ce n'est pas parce qu'il vous donne de l'argent qu'il faut élire ces individus-là. Normalement, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, comme tout le monde n'est pas appelé à être acteur politique. Il faut élire les gens qui vous connaissez, qu'il est en train d'évoluer au sein d'un parti politique. Ça fait autant d'années. Et d'ailleurs, il faut élire les gens sur base de l'appartenance de son parti, de son appartenance politique. Ok, il est dans quel parti politique? Que fait ce parti politique? Que signifie ce parti politique? Et des deux, l'autorité de ce parti politique. Qui est cette personne? Sur le plan moral, est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut regarder? De trois, maintenant le monsieur en question, le candidat, politiquement, qu'est-ce qu'il a déjà fait? A-t-il même une maturité politique? Sur le plan politique, on l'a déjà vu faire quoi? Il a été où? Il a dit quoi? Ce sont les trois choses qui permettent à ce qu'on fasse un choix. Mais malheureusement, dans notre pays, on fait des choix sur base ethnique, c'est pas religieuse ou ainsi de suite. Donc il faut que la population nous aide, parce que nous sommes en train de travailler pour cette population. Mais à un certain moment, lorsque nous sentons que ce que nous sommes en train d'essayer de faire est toujours étouffé par ceux-là qui arrivent en politique pour des intérêts individuels, ça va nous décourager nous autres et nous allons quitter ces combats. Nous allons faire notre vie. Pour preuve, nous avons une vie avant d'entrer en politique. Merci, c'est la fin de cette émission, mais nous ne la terminons pas de cette manière. Il y a toujours un test qu'on fait à la fin avec des personnes dont nous recevons pour la toute première fois sur ce plateau. Est-ce que vous êtes prêts pour ce test? Ça stresse un peu, hein? Et alors, respirez, oui. Inspirez, oui, ça va? Bon, je ne suis pas prêt, mais j'accepte. Vous acceptez, hein? Vous n'avez pas de choix, il n'y a pas de choix. Oui, parce que je n'ai pas de choix. Alors, écoutez attentivement la question. Si c'était à refaire
quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? Si c'était à refaire, quelle erreur Auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? En politique? Dans votre vie. Dans toute ma vie. personnelle, ouais. Aïe, 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 aïe. Là encore, c'est encore plus difficile. Si c'était à refaire, l'erreur. Je peux dire, il y a certaines choses que j'ai eu à dire que j'éviterai de dire aujourd'hui. Alors merci, c'est la fin de cette émission. Nous sommes très ravis et ça a été vraiment une très belle émission. On a vraiment bien discuté. Nous sommes tellement ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup et ça m'honore encore une fois de plus. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis un très grand merci à la grande équipe de Tableau Nord. Quant à moi, on se retrouve très prochainement. Ciao.